Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 12 mai, il est 11h30, c'est la chronique du groupe Fred Zeller. J'ai toujours défendu Israël à tout prix, mais aujourd'hui je veux dire que je me suis trompé et je condamne Israël pour ce qu'il fait au peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Je retire mon soutien aux actions d'Israël à Gaza. Ces propos sont ceux de Mark Pritchard, député conservateur au Parlement britannique le 6 mai dernier. Ces propos sont intéressants parce qu'ils sont assez révélateurs, à mon sens, d'un tournant auquel on assiste peut-être en ce moment, où on peut voir qu'un certain nombre de journalistes, de gens des médias, de politiciens, de responsables de différentes associations, organisations, prennent leur distance avec le génocide commis par Netanyahou à Gaza. Notons au passage que la formule qu'utilise Mark Pritchard, « J'ai toujours défendu Israël à tout prix », contient en germe quelque chose d'inquiétant, parce que cela signifie en quelque sorte que ce soutien est lié à une question de suprématie qui justifierait les actions qu'a pu commettre Israël à Gaza depuis le 7 octobre dernier. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons parce qu'il remet en cause le principe fondamental du droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et qu'il ne saurait y avoir de peuple supérieur à aucun autre, quelle qu'en soit la motivation, et en particulier religieuse. Alors, cette déclaration, je disais, est intéressante parce qu'elle me semble révélatrice de quelque chose auquel on assiste en ce moment et qui est confirmé. Par exemple, il y a un article dans Mediapart à ce sujet-là. Après des mois de déni, Orwiller, Sinclair et Sfar ouvrent les yeux sur les massacres à Gaza et déclenchent la polémique. Plusieurs personnalités de la communauté juive, avançant qu'elles s'étaient jusqu'ici faites discrètes pour ne pas alimenter l'antisémitisme, ont décidé de dénoncer publiquement les crimes israéliens en Palestine. Certains défenseurs de la cause palestinienne jugent ce revirement courageux, d'autres un mea culpa hypocrite. Est-ce dû à l'annonce récente du renforcement par Israël de sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza et son plan d'occupation totale ? À la famine que montrent des photos d'enfants au corps rachitique ? Aux images de milliers de camions chargés d'aide humanitaire bloqués par l'armée israélienne depuis le 2 mars ? Depuis 2 jours. La tectonique des plaques médiatico-politiques bouge en France. Plusieurs figures de la communauté juive française ont ainsi décidé de sortir du silence pour condamner solennellement les massacres à Gaza. Tout a commencé jeudi 8 mai avec la publication, en français et en hébreu, d'un texte de Delphine Orwiller sur le site de la revue Ténois. Dans son éditorial, la rabbine, réputée progressiste mais très critiquée par une partie de la gauche pour sa réticence à condamner les crimes d'Israël en Palestine, fait pour la première fois amende honorable, citation. J'ai parfois bâillonné ma parole pour éviter qu'elle ne nourrisse les immondices de ceux qui diabolisent et déshumanisent un peuple. J'ai censuré mes mots face à ceux qui trouvent des excuses à une déferlante antisémite, ici, au nom d'une justice absente là-bas. Je me suis tu, mais aujourd'hui il me semble urgent de reprendre la parole, écrit-elle, soulignant que c'est par amour d'Israël qu'elle appelle désormais ce pays à un sursaut de conscience. Au nom du refus absolu de l'annihilation d'un autre peuple, elle critique en creux la déroute politique et la faillite morale du gouvernement Netanyahou, jamais nommé dans le texte, et exhorte à, nouvelle citation, soutenir ceux qui savent que sans avenir pour le peuple palestinien, il n'y en a aucun pour le peuple israélien. Le lendemain, vendredi 9 mai, Anne Sinclair a publié un texte d'une teneur similaire. Citation, « La légitimité de cette guerre après le 7 octobre n'est pas à remettre en cause, mais la forme des actions que mène l'armée israélienne à Gaza à la demande du gouvernement de Netanyahou est indéfendable, juge-t-elle.
Et dans Le Point, le 5 mars 2024, la journaliste dénonçait déjà le gouvernement, c'est une autre citation, le gouvernement extrémiste de Benyamin Netanyahou, le calvaire des mères ou des vieillards, la mort ou la mutilation des enfants ne peuvent nous laisser, nous, juifs, indifférents et silencieux. Il est temps que cela s'arrête. Rien au monde ne peut venger les atrocités du 7 octobre et en tout cas pas l'écrasement et la famine d'une population civile, avait-elle martelé. Son texte, comme celui de Delphine Orwiller, a été relayé ce même vendredi 9 mai par le dessinateur Johann Svar, qui s'est lui aussi livré à un exercice de contrition. Citation, « Delphine Orwiller a eu le courage de prendre la parole et nous devons être nombreux à prendre la parole contre la fuite en avant à laquelle nous assistons », écrit-il sur les réseaux sociaux, publiant dans la foulée plusieurs planches, dessinées ou non, sur lesquelles il estime par exemple, citation, « qu'il est contraire à la morale humaine et à l'éthique juive de se taire face au nettoyage ethnique ». Ces prises de parole interviennent après des mois durant lesquels les mêmes s'étaient fait discrets face au massacre des Palestiniens, pourtant dénoncés par l'ensemble des organisations internationales. Dès mars 2024, la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, estimait ainsi qu'il existait, citation, « des motifs raisonnables de croire que le seuil permettant de qualifier la situation de génocide avait été atteint ». Le 5 décembre, Amnesty International, la plus importante ONG de défense des droits humains, disait « Après des mois d'enquête, de collecte de preuves et d'analyses juridiques, et publié un rapport démontrant que les autorités israéliennes commettaient un crime de génocide contre la population palestinienne de Gaza. » Or, loin d'avoir bâillonné leurs paroles, tant Delphine Orwiller qu'Anne Sinclair ou Jeanne Starr se sont jusqu'alors montrés plus loquaces pour dénoncer le Hamas que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, pour vilipender l'utilisation du mot génocide ou pour jeter bruyamment l'opprobre sur certains militants, notamment des insoumis, dont les positions contre le conflit ont été souvent soupçonnées d'être teintées d'antisémitisme. Comme ce 22 juillet 2024 où Delphine Orwiller repartageait sur le réseau social X un post d'un dessin de Plantu représentant le député LFI Thomas Porte, bandeau vert, couleur de l'islam, autour de sa boîte crânienne et le poignet posé sur la tête d'un Israélien décapité. Au printemps de la même année, elle se faisait également l'écho de Caroline Fourest, autrice de la sortie polémique « On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément comme le Hamas et le fait de les tuer involontairement comme Israël » et de l'enquête sur l'accusation rituelle de génocide et de son journal Franc-Tireur. Quelques semaines auparavant, l'intellectuel avait aussi partagé sur un post de Raphaël Enthoven citant Philippe Val « Je n'ai pas de problème avec les Juifs, mais seulement avec l'État d'Israël. C'est la formule du nouvel antisémitisme qui tue, qui menace, qui persécute, qui viole et qui se répand à notre plus grande honte dans nos démocraties modernes. » Fin de citation. Depuis le 7 octobre, le parcours est sensiblement le même pour Anne Sinclair. En décembre 2024, cette dernière se faisait le relais d'une tribune de l'humoriste Sophia Aram, une femme libre et intelligente dans un monde de plus en plus envahi par les fanatiques et les idéologues, remettant violemment en cause les accusations de génocide avancées selon elle pour masquer le pogrom du 7 octobre. Je fais une parenthèse, il suffit d'écouter les propos de Sophia Aram ce matin même à France Inter pour juger de son obsession contre ceux qui veulent manifester et faire cesser le génocide commis par le gouvernement d'Israël à Gaza. Quelques jours auparavant, elle avait également partagé sur X, tout comme Delphine Orwiller, un post de la chroniqueuse de France Inter, donc Sophia Aram, renommant l'insoumis Aymeric Caron, très engagé en défense des Palestiniens, en Abou Aymeric et Versailles. Une sortie qui avait alors beaucoup choqué de la gauche insoumise jusqu'au premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lequel avait jugé que cela confinait au racisme en laissant penser que tous les noms à consonance arabe sont suspects. Quant à Johann Svar, le contempteur acharné de LFI, qu'il qualifie de premier parti antisémite de France, il signait comme Anne Sinclair, Manuel Valls ou Yvan Attal une tribune en soutien au collectif controversé « Nous vivrons » il y a quelques mois. En janvier, il estimait par ailleurs sur radio que parler de génocide ne servait à rien car on sauve aucun Palestinien, on fait taire en France des gens qui pourraient être partenaires de dialogue, comme il avait déjà estimé que parler d'apartheid israélien était le meilleur moyen de fermer le débat dans d'autres médias.
Comment accueillir dès lors ces prises de conscience tardives? Si du PS à François Ruffin, plusieurs responsables de gauche ont trouvé courageux ou salutaire ce changement de pied, certains soutiens de la cause palestinienne, notamment celles et ceux qui avaient été pris pour cible par les 3 personnes précitées, ont depuis jeudi fait part de leur colère face à ce qu'ils estimaient être une opération de communication ou une révélation hypocrite. C'est par exemple le cas d'Akram Belkaïd, rédacteur en chef au Monde diplomatique, qui a publié sur son blog un billet intitulé « Gaza, quand Tartuffe s'indigne », citation, comme nombre de personnalités médiatiques qui prétendent décerner seuls les brevets d'humanisme, Johann Sfar, Anne Sinclair, Delphine Orviller, a jusque-là contribué par ses sorties régulières à diaboliser les voix qui, dès octobre 2023, ont mis en garde contre le risque évident de génocide à Gaza, observe-t-il. Nos personnes et nos égaux n'ont aucune importance au regard de ce qui est en cause aujourd'hui. Loin, c'est une citation de Vincent Lemire, historien. Loin de se féliciter qu'enfin les yeux se dessillent sur la violence de l'armée israélienne, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan s'est quant à elle également fendue d'un message acide sur les réseaux sociaux. C'est votre propre inconfort moral qui vous fait parler, pas votre sincère empathie vis-à-vis des Palestiniens et de leurs revendications, parce que ce sont d'abord des sujets politiques et non humanitaires, cingle-t-elle à l'attention de Delphine Orviller. Il vous aura donc fallu attendre au moins 80 000 morts, dont au moins 20 000 enfants, pour reprendre nos mots à nous, les défenseurs du droit international. Vous devez les excuses, non pas à nous, que vous insultez et harcelez, mais aux Palestiniens que votre silence pendant 1 an et demi a autorisé à exterminer. Quant à lui commenté le député insoumis Émeric Caron. Moins sévère, Vincent Lemire, spécialiste de l'histoire du conflit israélo-palestinien, qui avait alerté sur le projet de nettoyage ethnique de Gaza depuis décembre 2023, a publié sur X un thread appelant à dépasser les rancœurs. Nos personnes et nos égaux n'ont aucune importance au regard de ce qui est en cause aujourd'hui. Un crime contre l'humanité, contre notre communauté d'humanité, contre notre commune humanité, Concentrons-nous donc toute notre énergie à rassembler le plus largement possible pour agir, a-t-il exhorté, qualifiant d'admirable le texte de Delphine Orviller. Ces derniers temps, il n'y a pas que dans la sphère intello-médiatique que les choses ont commencé à bouger. Le 10 avril, sur France Inter, c'est Yaël Braun-Pivet, la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, qui reconnaissait pour la première fois son tort d'avoir exprimé son soutien inconditionnel. C'est des citations, à Israël, au lendemain des attaques terroristes commises par le Hamas le 7 octobre 2023. Et voilà ce qu'elle disait. « J'ai eu tort de choisir ce mot parce qu'il a été compris de telle sorte que ça ne correspond pas à ce que je voulais dire », a-t-elle justifié, soulignant qu'elle pensait alors apporter son soutien inconditionnel à l'État d'Israël et non à la politique de Benyamin Netanyahou. Si son rétropédalage sur le soutien inconditionnel a été salué par certains à gauche, Jean-Luc Mélenchon s'est félicité que ces gens, Yaël Braun-Pivet et Emmanuel Macron, comprennent enfin que la solution politique est la seule possible. Il résonne là encore curieusement 18 mois après les faits. Durant cette période, la députée des Yvelines, qui n'est jamais revenue sur ses propos, elle aurait pourtant eu tout le loisir de s'en expliquer au vu du flot ininterrompu de critiques venant de la gauche, mais aussi de son propre camp, s'est en effet montré intraitable, notamment dans l'hémicycle, sur la question de la guerre au Proche-Orient. Le 28 mai 2024, elle prononçait ainsi la plus haute sanction prévue par le règlement, à savoir une exclusion temporaire à l'égard de l'insoumis Sébastien Delogu qui avait déployé un drapeau palestinien dans l'hémicycle. La sévérité de la sanction a fait bondir, y compris au PS. Cela donne l'impression qu'on préfère parler d'un drapeau plutôt que de ce qui se passe là-bas, avait alors pointé le socialiste Arthur Delaporte. Voilà, fin de cet article donc, qui a été publié dans Mediapart, qui est un article de Pauline Grohl et qui date donc du 10 mai dernier, c'est tout récent. Alors, c'est un article qui a le mérite de poser les différents points de vue sur ces prises de position de personnes du monde médiatique ou du monde politique. Et comme à notre habitude, je laisse nos autrices auditeurs analyser ces choses-là. C'est une émission qui a pour objectif de susciter donc la réflexion. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement de renforcer le plus possible le mouvement qui exige que soit mis fin au génocide tout de suite, le plus vite possible. Et il y a une initiative qui est prise ici à Périgueux, jeudi 15 mai à 18h, où un rassemblement devant et manifestation à partir du palais de justice à 18h, jeudi 15 mai. 15 mai, je vous lis le texte d'appel, stop au génocide. 15 mai 1948, la Nakba, l'armée israélienne détruit
450 villages. 750 000 Palestiniens sont poussés à l'exil. 15 mai 2025, nouvelle Nakba. Netanyahou et son armée écrasent la bande de Gaza déjà dévastée et veulent expulser plus de 2,5 millions de Palestiniens de leurs terres. Tous les éléments constitutifs d'un génocide, définis juridiquement, sont en cours à Gaza. Depuis 2 mois, le blocus total de l'aide humanitaire entraîne famine, déshydratation, maladies aggravées par les manques de soins, de gazole, des coupures d'électricité. Toute la population est touchée, en premier lieu les enfants. La France et la communauté internationale doivent assumer leurs obligations par des actes. Assez de paroles. Le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie doit être sous protection internationale. Et donc, Périgueux, manifestation jeudi 15 mai à 18h, palais de justice. Venez nombreux, c'est extrêmement important de mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir la fin du génocide à Gaza. Et je citerai simplement, pour conclure sur ce point, les propos donc de Netanyahou qui sont tout récents, qui vient de déclarer « Nous démolissons de plus en plus de maisons. Ils n'ont nulle part où retourner. La seule conséquence évidente sera que les Gazaouis voudront émigrer hors de la bande de Gaza. Notre principal problème est de trouver des pays d'accueil. » Voilà, c'est donc un des aspects, un des critères qui définit un génocide, l'expulsion d'un peuple du territoire où il vit. Rendez-vous donc jeudi 15 mai à 18h devant le palais de justice de Périgueux pour manifester, pour exiger stop au génocide. Alors pour la deuxième partie de cette chronique, je vous propose de commencer une série d'articles qui émanent de notre camarade que je cite souvent, Christian Echen, qui va donc s'étaler sur une dizaine de chroniques de manière suivie ou peut-être avec certaines chroniques qui seront consacrées entièrement à un sujet. Tout cela va dépendre de l'actualité. Ce premier article est titré « La loi séparatisme de 2021 contre la loi de 1905 et la laïcité ». Et voici donc ce que dit Christian Echen. Diviser pour mieux régner a toujours été pour les pouvoirs totalitaires le moyen de se défendre contre le droit du peuple à disposer de lui-même. Nous allons montrer, au fil des articles, que la loi séparatisme du 24 août 2021 est totalement contraire à la laïcité et à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, et que cette loi est totalement liberticide et contraire à tous les principes démocratiques et républicains issus de la Révolution française de 1789. Tout d'abord, commençons par une présentation de ce qu'est vraiment la laïcité. La laïcité ne s'applique pas aux associations, mais uniquement à l'État et aux institutions. Qu'est-ce que la laïcité ? Ce n'est pas une philosophie, même si elle a des bases philosophiques. Ce n'est pas une religion civile, justement parce qu'elle n'est pas une philosophie. Elle n'est ni anti-religieuse, ni pro-religieuse. La laïcité ignore le questionnement philosophique. La laïcité ignore le fait religieux ou athée, car elle est dans un ailleurs et dans une autre problématique. La laïcité, c'est un système politique qui organise la société. Les citoyennes et citoyens pensent ce qu'ils veulent, mais quoi qu'ils pensent, ils ont tous les mêmes droits, ils sont égaux devant la loi. L'État et les services publics sont en charge d'assumer dans la réalité les droits des citoyens sans se préoccuper de leur conception de la vie et de l'après-vie. C'est ce que l'on appelle la sphère publique. L'État ne peut avoir une opinion sur les opinions des personnes. Venons-en au reste de la société. La sphère privée est composée de tout ce qui n'est pas la sphère publique de l'État, de l'administration, des services publics. C'est là que doit être respecté l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité de la République. Celui-ci déclare « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Les associations, les syndicats, les partis, les obédiences maçonniques, les religions sont là pour représenter des opinions, des envies, des avis, des besoins. Toute cette forme d'organisation privée des citoyens ont donc des points de vue, des analyses qui nécessairement sont différents les uns des autres. C'est ce que l'on appelle la démocratie, la libre confrontation des points de vue. Mais pour que les points de vue puissent se discuter, il faut au préalable qu'il y ait des points de vue et qu'ils puissent s'exprimer librement. C'est la liberté d'opinion et d'expression. Par définition, on ne peut donc imposer aux associations, syndicats, partis, obédiences maçonniques d'être neutres comme une page blanche.
Ces opinions sont une conception des choses. Ces pages sont remplies d'avis. Elles contribuent à formuler une conscience humaine, des consciences humaines. Vouloir leur imposer un contrat d'engagement dit républicain, ou même de laïcité, comme certaines chartes le veulent dans des collectivités territoriales, c'est leur imposer une idéologie d'État, une religion civile. Les associations sont par définition différentes. Leur imposer un même modèle et de mêmes engagements est antidémocratique par nature, car c'est nier leur nature spécifique qui est d'avoir une opinion, un avis, un point de vue nécessairement différent des autres et de l'État. Rappelons-le, la laïcité s'applique aux institutions et non aux associations de droit privé, sinon il n'y a plus de liberté d'association et d'opinion. Les contrats d'engagement républicain, CER, et les chartes de la laïcité sont liberticides. Elles doivent donc disparaître. La loi séparatisme, un modèle totalitaire. La loi séparatisme est une négation de la démocratie et de la laïcité, parce qu'elle fusionne en un seul modèle totalitaire toutes les associations, partis, syndicats, religions, qui étaient auparavant régies par des lois différentes. La loi de 1884 pour les syndicats, de 1901 pour les associations et partis, de 1905 pour les associations religieuses. Avec la loi séparatisme, toutes ces formes d'organisation doivent se plier au modèle imposé par les différents gouvernements Macron, parce qu'elle impose une véritable idéologie d'État qui dicte aux organisations et citoyens ce qu'ils doivent penser, dire et faire au nom des valeurs républicaines que l'État est d'ailleurs incapable de définir. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas des valeurs, mais des principes qui imprègnent les lois et leurs applications. Aujourd'hui, quand une association veut obtenir une aide de la puissance publique, État et collectivités publiques, pour subvenir à son existence et ses actions, salles pour se réunir, subventions, etc., elle doit impérativement signer un contrat d'engagement républicain qui la lie à une idéologie qu'elle doit mettre en œuvre. Parce qu'elle permet au gouvernement en permanence de dissoudre les associations qui refusent cette idéologie d'État. Depuis 2017, élection de Macron à la présidence de la République, plus de 40 décrets de dissolution d'associations ont été pris, dont une trentaine depuis la loi séparatisme. Parce qu'une organisation, association, syndicat, parti, religion, est tenue responsable des propos d'un seul de ses membres et qu'elle peut être dissoute pour cela. C'est la responsabilité collective de sinistre mémoire qui fait sa réapparition. C'est l'arme par essence des fascistes, des nazis, des totalitaires, contre tous ceux qui ne partagent pas leur conception ou qui entendent résister à leur menée répressive. C'est l'arme de tous ceux qui, citation, peuvent autrement alors que leur respect est le fondement de la liberté, selon l'heureuse formule de Rosa Luxembourg. Je crois que c'était « La liberté est toujours la liberté de ceux qui pensent autrement ». Pour en savoir plus dans l'immédiat, et je conclurai par là, nous vous recommandons de télécharger gratuitement le numéro 14 de la collection Arguments de la libre pensée sur, c'est le titre de cet opuscule, Communautarisme et séparatisme, qui fait un point détaillé sur ces questions importantes dont le monde médiatico-politique parle sans jamais savoir de quoi il est réellement question. Présentation. Derrière le discours d'Emmanuel Macron au Murau le 2 octobre 2020. La mise en scène commençait par un tweet du président de la République « Nous ne tolérerons jamais ceux qui remettent en cause les lois de la République ». Ah bon ? Alors nous sommes tous entrés en dictature. On a le droit en démocratie de remettre en cause les lois, d'en vouloir d'autres, de vouloir les abroger et même au nom de l'objection de conscience, de refuser d'appliquer celles que l'on estime contraires à sa conscience. Le président de la République avait naguère indiqué que, citation, « ceux qui parlent de dictature n'ont qu'à l'essayer ». Visiblement, on est en train de le faire. Le président de la République a présenté son discours par cette formule « ce qui est en cause, c'est notre capacité de vivre ensemble ». Allait-il parler de la pauvreté, des SDF, du chômage, de la crise économique, du racisme, de la destruction des services publics, de l'argent roi ? Tout cela empêche pourtant grandement notre capacité de vivre ensemble, voire de vivre tout court pour beaucoup. Que nenni, Marot. Ce qui nous empêche de vivre ensemble, c'est le séparatisme musulman. Fallait le trouver.
Tout son discours a été uniquement consacré à l'islam. C'est un discours de guerre civile pour que les gens s'affrontent entre eux. Sont ainsi désignés la vindicte populaire les 4 millions de nos concitoyens d'origine arabo-musulmane et coupables de laisser faire le radicalisme islamiste. Voilà, et donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement le numéro 14 de la collection Arguments de la libre pensée qui est titré Communautarisme et séparatisme. C'est sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée fnlp.fr. Et donc, vous trouverez également toute une série d'autres numéros de la collection Arguments qui sont également téléchargeables gratuitement. Voilà, donc j'ai terminé sur ce premier article de Christian Eschen. Il y a, comme je l'indiquais tout à l'heure, une dizaine d'articles qui seront utilisés au fil de nos chroniques. Et donc, je vous donnerai rendez-vous donc maintenant pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller. Ce sera lundi prochain, nous serons donc le 19 mai, et je vous souhaite une excellente semaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient